Très bien, les amis, bon jeudi à tous. C'est vraiment un grand jeudi, car Justine Baldoni poursuit maintenant personnellement Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds. Évidemment, à l'origine, il poursuivait le New York Times. Maintenant, il s'en prend à eux. Et à cela, mes amis, je dis allons-y. Parce que #Im2. Et aujourd'hui, je vais lui donner quelques conseils amicaux. De plus, souvenez-vous, nous vous avions prévenu d'une possible appropriation de terre en Californie. Pendant que certains essaient d'encourager d'autres personnes à vendre rapidement leurs biens non assurés, et franchement, ça sent vraiment mauvais. Nous allons en parler. En plus, Tucker Carlson fait le buzz à cause de ce qui semble être un mystère de meurtre impliquant le fondateur d'OpenAI, Sam Altman. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Tout cela arrive tout de suite dans Candace. Écoutez-moi, Blake Lively abandonne. Lâche l'affaire. Dis stop tout de suite. S'il te plaît, écoute mon conseil. J'ai l'impression d'être au bord de l'octogone d'un combat UFC et tu te demandes « Oh mon Dieu, est-ce que le cou de ce gars va se faire briser? S'il te plaît, abandonne juste. Arrête avec ça. Arbitre, s'il te plaît, fais sortir Blake Lively et Ryan Reynolds. Juste arrêtez ça parce que je vous le dis, ils ne vont pas gagner. Et d'ailleurs, je vais être honnête, j'adore ça. Tu sais, Blake, j'aime vraiment quand une situation Arkham 2 se produit, parce que tu sais, au cas où tu aurais oublié, quand le mouvement de MeToo a éclaté, c'était quoi déjà? En 2015, j'étais peut-être la seule femme au monde à faire des événements en portant un t-shirt numéro Im2. Ce n'était pas une position très populaire à l'époque, il y avait quelqu'un d'autre avec qui je travaillais qui portait un t-shirt Believe Facts. Évidemment, il faut croire les faits et non croire les femmes ou croire les hommes. Et les gens étaient en colère contre moi parce que tant de femmes partageaient simplement des histoires sur Twitter et évidemment, les femmes ne mentent jamais. Et puis j'ai été complètement réhabilitée parce que le monde s'est rendu compte, après cette étrange période d'amnésie, que non, les femmes mentent parfois en réalité. Parfois même, peut-être souvent, les femmes mentent. Tout comme les hommes mentent parfois, peut-être souvent aussi. Mais les faits, eux, ne mentent jamais. Amber Heard a certainement contribué à catalyser cette prise de conscience mondiale. Elle ne pouvait tout simplement pas se contenter de gagner. C'est comme ça que tout s'est passé pour Amber Heard. D'ailleurs, elle était en train de gagner. N'oubliez pas qu'elle a inventé une histoire. Elle a été photographiée avec un œil au beurre noir. Vous vous souvenez tous de la fameuse photo d'Amber Heard sortant avec un œil au beurre noir. Et puis le monde entier s'est rangé de son côté et a instantanément détesté Johnny Depp parce qu'elle était mariée avec lui. Et évidemment, tout le monde a simplement supposé que c'était Johnny Depp qui lui avait fait un œil au beurre noir. Et puis, elle a été invitée à tous ces événements sur le tapis rouge. Elle est devenue en quelque sorte le visage du mouvement MeToo. L'argent affluait pour elle et elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle était tout simplement grisée par son propre succès. Elle se disait « Non. Comment puis-je encore attirer l'attention avec ça? » Et puis elle a commis une erreur fatale. Vous savez quelle était cette erreur? Amber Heard a écrit un article publié dans le Washington Post. Je peux vous montrer ce titre du Washington Post. C'était le début de la fin. C'était une tribune écrite par elle. Et elle a écrit « J'ai pris la parole contre les violences sexuelles et j'ai affronté la colère de notre société. Cela doit changer. » Et elle a fortement laissé entendre, c'était très évident, que Johnny Depp lui avait fait ces choses. Ce qui a alors donné à Johnny Depp l'occasion de la poursuivre en diffamation à cause de cet article. Et mesdames et messieurs, elle aurait dû régler cette affaire sur le champ, dire « Désolé, mea culpa, je suis vraiment désolé. » Et voilà, Johnny Depp, je vais payer. Tu acceptes simplement de ne plus jamais t'exprimer publiquement contre nous. Mais je vais vous dire une chose. Quand les femmes se laissent griser par leur propre discours, parfois je pense qu'il leur est difficile d'imaginer qu'elles pourraient perdre. Et laissez-moi vous dire, perdre. Amber Heard a vraiment perdu, je dirais, bien plus que les 15 millions de dollars de dommages et intérêts qu'elle a dû verser à Johnny. Elle a perdu toute sa réputation. Le public ne verra plus jamais Amber Heard de la même façon, n'est-ce pas? L'actrice qui, en 2016, avait été désignée, selon la science, nous disait-on, comme ayant le plus beau visage du monde. C'est un vrai titre du Daily Mail. Amber Heard a le plus beau visage du monde selon la science, suivi par Kim Kardashian et Kate Moss, qui a un front parfait. Elle était simplement considérée comme magnifique. Tous les hommes voulaient être avec elle. Et puis, tout à coup, on avance jusqu'à ce procès public et on nous raconte des histoires selon lesquelles elle aurait prétendument fait la grosse commission sur le lit de Johnny. D'accord. N'oubliez pas, le garde du corps a témoigné qu'Amber Heard lui avait dit que ce n'était qu'une blague qui avait mal tourné. Oui, le public ne pourra pas oublier ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Le public ne pourra pas oublier ça. Elle a essayé de faire porter la responsabilité de la grosse commission à ces Yorkshires nains. Et ils ont dit, ben non, les Yorkshires nains font des crottes beaucoup plus petites. C'est beaucoup plus petit. C'était Amber Heard et elle en parle avec le garde du corps. C'était juste, vous savez, c'était un effet sonore. On s'est tous sentis très mal à l'aise. Et c'était comme ça pour chaque moment de ce procès d'ailleurs. Ce qui était une très mauvaise idée pour Amber Heard, parce que même si on peut tous reconnaître qu'Amber Heard est vraiment magnifique, absolument belle, d'accord, elle n'est pas vraiment connue pour être une actrice particulièrement talentueuse. Il existe différents types d'actrices, certaines qui sont superbes et qui peuvent aussi vraiment bien jouer. Angelina Jolie serait un exemple de cela. Et puis, il y en a qui sont juste censés prendre ces rôles et être sexy. D'accord? Amber Heard était la deuxième. Magnifique. Mais on ne la croit pas quand elle essaye d'être une actrice incroyable. Et c'est ce qu'elle a fait à la barre. Les faits contredisaient son récit, mais elle s'est dit « Je suis actrice et je vais simplement faire croire que c'est vraiment lui qui était violent. » Par exemple, à un moment pendant ce procès, elle avait accusé, et je suis désolée de sourire en disant ça parce que la situation était vraiment étrange. Elle a accusé Johnny d'être entré dans une rage folle et de l'avoir frappé après avoir pris de la MDMA. D'accord, la MDMA, la drogue de l'amour. C'était difficile à croire. Difficile à croire. J'ai vu des gens sous MDMA et c'est exactement l'inverse. Je parie qu'on pourrait faire en sorte que Poutine et Zelensky se prennent dans les bras aujourd'hui et tout irait bien. Les accords de paix auraient pu arriver bien plus tôt entre Israël et le Hamas si tout le monde prenait de la MDMA, mais j'imagine qu'il a eu, je ne sais pas, une réaction étrange et qu'il est entré dans une rage folle. Et maintenant, regardez-la essayer de vendre ça, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, les faits, les messages trahissaient son récit. Écoutez Amber Heard à la barre, au cas où vous auriez oublié. À un moment donné, Johnny m'a juste poussé. Genre, il m'a vraiment poussé. Il m'a poussé violemment. Et je suis tombée en arrière sur cette table en verre. Je me suis rattrapée sur la table. Je ne sais pas comment certains meubles ont été renversés. Il y avait un... Vous savez, j'essaye de me défendre. J'essaie de me relever, littéralement. Vous savez, à ce moment-là, je n'essaie même pas de riposter ou de m'enfuir. Je suis dans cette chambre d'hôtel. J'essaie de faire de mon mieux pour me défendre, surtout contre les accusations verbales. Mais j'essaie aussi de rester debout. Vous savez, à un moment donné, Johnny me frappe au visage. Et je ne m'aime pas. Je ne me souviens pas d'avoir ressenti de douleur ou, genre, d'avoir conscience de mon nez ou quoi que ce soit. Je ne me souviens pas avoir pensé ça. Je me souviens d'avoir un peu pleuré et... Oui, ce n'était pas vraiment un bon travail. Elle a aussi essayé de faire croire qu'il avait maltraité Kate Moss, je crois, en la jetant dans les escaliers. Puis Kate Moss a témoigné et a dit que rien de tout cela n'était vrai et qu'il était aimant. Toutes ses ex ont témoigné. Il a fallu que 4 ex se séparent puis se réunissent pour dire « Non, Vanessa Paradis ». Chaque personne avec qui il était sorti ou marié disait qu'il était une créature aimante et douce qui n'aurait jamais fait de telles choses. C'était grave. C'était très, très mauvais. Et comme je l'ai dit, nous avons ensuite vu la vraie Amber Heard et les messages textes, car elle disait en gros « Je t'ai frappé, et qu'est-ce que tu vas faire, gros bébé? Tu vas dire que je l'ai fait. » Bla bla bla. C'était fou. J'aime particulièrement ce clip d'elle aussi. Je dirais simplement qu'en fin de compte, c'est une mauvaise performance à la barre. Écoutez. Laisse-moi traverser le visage. Et j'ai ri. Je ris, en fait, parce que je ne savais absolument pas quoi faire d'autre. Vraiment. J'ai pensé, ça doit être une blague. Donc, cela a fini par être un désastre total, d'accord? Et je vous montre ceci parce que c'est exactement ce qui arrivera, croyez-moi, à Blake Lively si elle est appelée à la barre. D'accord, emmène-nous à la banque. Parce que de la même manière, même si elle est sans aucun doute très belle, elle l'a toujours été. Très belle. Elle n'a pas le talent d'actrice pour réussir ça, d'accord? Si c'était Angel Lay, je dirais, vas-y, monte à la barre, ma fille. Tu vas réussir à vendre ça, peu importe ce que tu dis. Je mettrais probablement Leonardo DiCaprio là-haut. Je parle de Denzel Washington. Laisse tomber. Il peut dire n'importe quoi à propos de n'importe qui. Et si je suis dans le jury, je vote oui. Ils lui ont fait ça. Denzel Washington a été maltraité par Johnny Depp. C'est ce que je veux dire. Je ne ressens pas ça pour le jeu d'actrice de Blake Lively. Tu ne peux pas faire ça quand tu es de catégorie C. Tu sais, un jeu d'acteur de catégorie C ne va pas réussir à faire passer ça. Donc, bref, pour résumer rapidement, Blake Lively a évidemment joué aux côtés de Justin Baldoni et le film, c'est It Ends With Us. Apparemment, ils se détestaient absolument. À un moment donné, ils ont eu une réunion d'urgence pour gérer leur haine mutuelle et établir de nouvelles règles sur le plateau.
Et puis, tout au long de la tournée de promotion, des articles ont commencé à fuiter, d'abord à propos de Justine sur TMZ, disant qu'il avait demandé de façon inappropriée à son entraîneur son poids parce qu'il avait mal au dos. Et il y avait une scène où il devait la soulever et comme elle venait d'accoucher, elle a été très offensée par cela. Maintenant, Baldoni était l'un des réalisateurs du film et il voulait évidemment que le film soit un succès, tout comme la société de production, et il voit ces articles fuiter. Et ils ont décidé d'engager une équipe de gestion de crise parce qu'ils ont senti que peut-être quelqu'un dans l'équipe de Blake, un ami, peut-être même Taylor Swift, qui sait, divulguait ces informations à la presse, ce qui créait évidemment une frénésie qui aurait pu impacter le film. Or, avant même que cette agence de relations publiques de crise n'ait eu besoin d'intervenir publiquement, tout seul, je dis bien nous-mêmes. Je n'en faisais pas vraiment partie, mais en gros, le public a simplement commencé à détester Blake Lively à cause de son attitude générale lors des événements sur le tapis rouge. En plus, plein de vieilles vidéos d'elle ont commencé à circuler, où elle se montrait objectivement impolie avec les journalistes au fil des années. Et les gens se sont dit, vous savez quoi? Elle est vraiment capricieuse et insupportable. Je ne l'aime pas. Ce qui a probablement suivi, c'est que Blake a supposé que tous ces mauvais articles écrits à son sujet ne pouvaient pas être quoi? Je suis Blake Lively. Je suis géniale. Tout le monde m'adore. Je suis jolie. Je suis l'amie de Taylor Swift. Évidemment, Justine Baldoni doit comploter dans mon dos avec Wayfarer Studios pour faire sortir ces articles parce qu'il n'y a tout simplement aucune chance que ce soit à cause de moi. Je suis tellement drôle, géniale et incroyable. Et je crois qu'elle pensait vraiment que ça venait de son équipe. Et il s'avère que ce n'était peut-être pas le cas. D'accord? Et je dis qu'il y a genre des preuves très solides que ça ne venait pas de son équipe. Et donc, la haine envers elle était complètement authentique. Et donc, l'équipe de gestion de crise qui avait été engagée se moquait d'elle par email dans son dos, genre « ha 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 ». C'est hilarant. Pourquoi sommes-nous embauchés? On n'a rien eu à faire. Ha ha. Tu as mis ça dans la presse? Je n'aurais même pas pu imaginer ça. La réputation de Blake étant brisée, elle et son équipe ont alors eu une idée essentiellement pour essayer de changer le récit, n'est-ce pas? Déposer une plainte ou intenter un procès. Ils ont déposé une plainte auprès du Bureau de l'emploi californien, accusant Justine Baldoni de toutes sortes de choses, principalement, en quelques mots, d'être un type louche, non, de coordonner une campagne de dénigrement contre elle, de lui parler de son ancienne addiction à la pornographie. Elle a accusé son ami, qui était aussi un autre réalisateur du film, de lui avoir montré ce qu'elle pensait d'abord être de la pornographie mettant en scène sa femme. Et puis elle s'est rendue compte que ce n'était pas de la pornographie, mais elle a tout de même estimé que c'était inapproprié. Et elle est même allée jusqu'à dire qu'il avait eu un comportement louche avec un personnage mineur sur le plateau. Un langage très sournois, un langage sournois. Pourquoi? Parce que personnage mineur, en réalité, signifiait une actrice parfaitement majeure qui jouait un personnage mineur tiré du livre. Donc la femme avait 24 ans. Ils ont utilisé ce genre de langage pour choquer les gens, pour qu'ils se disent « Oh mon Dieu, non seulement il est louche, mais en plus ça donne des vibes de pédophile. » Et personne ne s'en est rendu compte à ce moment-là. Non, en réalité c'est extrêmement manipulateur et non la vidéo à caractère pornographique concernait une scène qu'elle tournait sur le plateau. Et il montrait une vidéo de sa femme en train d'accoucher, avec la permission de sa femme parce qu'il voulait qu'elle comprenne comment se passe un accouchement naturel, car apparemment elle n'en avait pas l'expérience, on dirait. Donc c'était extrêmement manipulateur. Et Justine Baldoni a poursuivi le New York Times parce que, d'une manière ou d'une autre, cela leur a été divulgué. Il semble assez évident que cela pourrait venir de quelqu'un de l'équipe de Blake Lively. Et je vais dire, d'ailleurs, Blake était assise dans une pièce à cette époque-là. Elle traînait beaucoup avec Taylor Swift, non? Elle, Blake Lively et Ryan Reynolds se promenaient en mode « Baby, now we got bad blood ». On ressentait vraiment l'ambiance. Et le truc avec Taylor Swift, c'est qu'elle vit aussi à La La Land. Voilà le problème, mesdames et messieurs, quand on est une célébrité de premier plan, d'accord? Tu vis à La La Land. Tu es entouré de gens qui te disent que tu ne fais jamais rien de mal. Ce ne sont que des gens qui disent oui à tout. Oui, oui, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc, elle parle probablement de ça. Là, j'imagine un peu ce qui s'est passé en coulisses avec Taylor Swift. Et Taylor Swift se venge toujours d'un mec qui lui a fait quelque chose. Taylor Swift, dans toutes ses 97 relations, n'a jamais rien fait de mal. Elle en fait une chanson et tout le monde prend son parti. C'est sa version d'un procès, d'un dépôt de plainte. Elle en fait une chanson, une bande d'adolescents la chante avec elle et elle obtient ce qu'elle veut. Les gens adhèrent simplement à son récit. Et on peut supposer qu'elle a peut-être donné quelques conseils à sa meilleure amie Blake Lively pendant tout ce temps. Quoi qu'il en soit, Justine Baldoni ne compte pas se laisser faire. En plus de poursuivre le New York Times, il vient tout juste de déposer aujourd'hui une plainte contre Blake Lively et Ryan Reynolds personnellement pour 400 millions de dollars, d'accord?
Il les accuse de diffamation et d'extorsion. Il poursuit également leur attaché de presse, Leslie Sloan, ainsi que l'agence de relations publiques de Sloan Vision PR. Ces avocats ont déposé la plainte aujourd'hui dans le district sud de New York au nom de Baldoni, du producteur Jamie Heath, de l'attaché de presse Jennifer Abel et de la spécialiste en gestion de crise Melissa Nathan, à propos de qui on nous a montré des messages sortis de leur contexte. Ils ont essayé de nous les présenter à nous, le New York Times. Par exemple, ces personnes ont essayé de piéger Blake Lively et ils ont omis des messages qui montraient qu'il se contentait de rire du fait qu'il n'avait rien à faire, car le public avait déjà compris qu'elle n'était pas une bonne personne. Donc, ils se félicitaient et riaient entre eux. Et le New York Times a refusé pour une raison ou une autre de clarifier cela, probablement à cause de relations préexistantes. Peut-être que l'entourage de Taylor Swift donnait un coup de main, je ne sais pas. Encore une fois, le problème est qu'il les poursuit pour extorsion civile, diffamation, fausse information, atteinte à la vie privée, violation d'un engagement implicite de bonne foi et de traitement équitable, interférence intentionnelle dans des relations contractuelles, interférence intentionnelle dans un avantage économique potentiel. De plus, il s'agit d'une interférence négligente avec un avantage économique potentiel. Bon, maintenant, je vais vous montrer un extrait de l'avocat de Baldoni que j'aime beaucoup. Brian Friedman. J'aime Brian Friedman. Il ressemble à un tigre et je sens qu'il dit la vérité. J'ai de bonnes vibrations. L'intuition de maman. Cet homme dit la vérité. Le voici sur NBC aujourd'hui. Justin Baldoni a construit sa marque et était connu pour soutenir les femmes et croire en elles. Alors pourquoi, dans ce cas, les gens ne devraient-ils pas croire Blake Lively? Je ne demande à personne de ne croire personne. Je suis plus que prêt à prendre chaque message texte qui existe, à les exposer, à les mettre sur un site web pour que le monde entier voie la vérité et puisse la déterminer par lui-même. Vous voyez, chaque fois que vous avez quelqu'un d'un côté impliqué dans un procès qui dit « publiez tout et laissez le public décider ». Allez avec cette personne. Il est plus que disposé à publier chaque message texte et communication, prétendument. Elle nous dit que c'est un type louche. Il a fait irruption dans ma loge pendant que je nourrissais mon bébé. J'étais vulnérable. Et lui, il dit « Attends une seconde. Tu nous as déjà invités à entrer pendant que tu tirais ton lait. Tu nous envoies des signaux contradictoires. » Il pensait que c'était tout à fait normal. Ça ne va pas être bon pour Blake Lively. Je te le dis, l'ambiance ne colle pas du tout pour elle ici. D'accord? Il a aussi fait une déclaration fracassante à la presse. Il a déclaré que le procès est une action en justice, fondée sur une quantité écrasante de preuves non altérées, détaillant la tentative sournoise de Blake Lively et de son équipe de détruire Justin Baldoni, son équipe et leurs entreprises respectives en diffusant auprès des médias des informations grossièrement montées, non fondées, nouvelles et falsifiées. Il est clair, compte tenu de notre entière volonté de fournir l'intégralité des messages textes, des emails, des enregistrements vidéo et autres preuves documentaires échangées en temps réel entre les parties, que c'est une bataille qu'elle ne gagnera pas et qu'elle regrettera certainement. D'accord. Blake Lively a soit été gravement induite en erreur par son équipe, soit elle a sciemment et intentionnellement déformé la vérité. N'oublions pas que Mme Lively et son équipe ont tenté de détruire des réputations et des moyens de subsistance pour des raisons odieusement égoïstes, en manipulant dangereusement les médias avant même d'engager une quelconque action en justice. Nous connaissons la vérité, et maintenant le public la connaît aussi. Justin et son équipe n'ont rien à cacher. Les documents ne mentent pas. Oui, c'est un coup fatal, je te le dis. Blake, s'il te plaît. Je sais que nous ne sommes pas amis et que nous ne le serons jamais. Je ne fais pas ce genre de truc féministe moderne du style Me Too, mais je te le dis, de femme à femme, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas tout simplement pas gagner. C'est juste un pressentiment. Je ressens une énergie qui me dit que toi et ton mari étiez un peu trop perchés sur vos grands chevaux. D'accord? Perchés sur vos grands chevaux. À profiter de cette ambiance de star de première catégorie, pensant que rien ne pourrait jamais vous atteindre. Ça arrive. Les gens se font des illusions. Tu as eu une enfance parfaite. Tout t'a été donné. Tu as grandi dans l'aisance. Je comprends. Il n'y a personne dans la pièce pour te dire ce que je vais te dire. Tu vas perdre ça. Et bien plus encore, d'ailleurs. Et il n'y a aucun moyen de contenir ça. Cela va aussi impacter la carrière de ton mari, qui est bien plus solide que la tienne. D'accord? Donc, à moins que tu n'aies une preuve irréfutable et qu'il soit vraiment aussi audacieux, et que Brian Friedman soit vraiment un tel menteur, et que tu sois prête à monter à la barre pour prouver que non, tu as vraiment été harcelé sexuellement sur ce plateau, ce que je vais supposer quand il parle de vidéo. Oui, il y avait aussi beaucoup de caméras là-bas, donc elle a fait beaucoup d'allégations sur ce qui s'est passé. Le Royaume, tu dois couper beaucoup de ces trucs-là, et ils ont probablement encore toutes les choses qu'ils ont coupées.
Je suppose que Justine Baldoni dit la vérité. Brian Febman dit la vérité. Et ma copine, je te le dis, termine ça. Réglez ça demain. Demain. Réglez-le. OK, je t'ai compris. Quoi? Pas de souci. Prenez un coup dur dans votre carrière. Les gens se moqueront de vous. Ils se moqueront de vous, mais ils ne se souviendront jamais de vous pour avoir fait caca hors du lit. D'accord? Et c'est ça qui est vraiment important ici. Très bien, les amis, je veux vous rappeler Gold Company. Nous sommes officiellement en 2025 et on pourrait traverser une période vraiment mouvementée. Évidemment, nous sommes contents d'avoir un nouveau président, mais les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler. La volatilité est de retour sur le marché boursier. Les défauts de paiement sur les cartes de crédit explosent, les conflits mondiaux persistent et la dette nationale explose. Vous connaissez le dicton. Espérez le meilleur, se préparer au pire. C'est ce que je fais. C'est pourquoi je m'associe à la meilleure entreprise de métaux précieux, Gold Company. J'ai personnellement fait affaire avec eux et ce sont les meilleurs. En ce moment, mes spectateurs recevront un exemplaire gratuit de leur kit or et argent 2025. Et vous pourriez également être éligible à un bonus allant jusqu'à 15 000 $ en argent, voire plus. L'or et l'argent sont utilisés comme réserve de valeur depuis des siècles et servent de protection contre les risques du marché et l'inflation. Alors, pour en savoir plus, il vous suffit d'aller sur CandacElikesGold.com. Je répète, c'est CandacElikesGold.com. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Je suis sûre que vous l'avez peut-être vu sur X, mais Tucker Carlson fait le buzz à cause d'une interview qu'il a donnée hier. Et je veux juste revenir un peu en arrière et aborder un peu d'histoire concernant les médecins légistes en chef en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons simplement des médecins légistes en chef, car vous ne réalisez probablement même pas à quel moment l'Amérique a commencé à ressentir le besoin d'avoir un médecin légiste en chef. D'accord. Donc, il y avait ce type il y a bien longtemps, vraiment au début du 20e siècle. Il s'appelait Dr. Charles Norris de New York. Je vous montre une photo de lui juste ici. Il a été le tout premier ou est considéré comme le tout premier médecin légiste en chef des États-Unis. Encore une fois, il était marié, ce qui est pertinent, à une immigrée d'Autriche et il a travaillé aux côtés d'Alexander Oskar Gettler. Voici une photo d'Alexander Gettler qui fut le premier toxicologue médico-légal entre 1918 et 1959. D'accord. Il a été le premier chimiste médico-légal, à être employé dans cette fonction par une ville américaine. C'est donc là que tout a commencé. Ça a commencé à New York. Et je veux vous dire cela parce qu'il y a beaucoup d'histoires à explorer à propos de New York et du flot d'immigrants qui y sont arrivés. Et il faut savoir que créer un tel bureau lui a en fait conféré énormément de pouvoir, car soudainement, ils ont établi qu'il y avait des experts. D'accord. Et bien sûr, il faudrait immédiatement faire confiance aux experts, même si vous n'êtes pas vraiment sûr des faits et de ce qu'ils vous disent. Je vais vous donner un exemple concernant ces deux hommes. En décembre 1926, il y avait un homme nommé Frank Travia. Il a littéralement été surpris en train de transporter des morceaux d'une femme qui avait été découpée. Elle s'appelait Anna Frederickson. Il transportait son corps découpé ou des parties de son corps découpées jusqu'au club Brooklyn à New York. Et les détectives ont pu le retrouver et ils ont découvert les restes du corps démembré d'Anna dans son appartement. Ils l'ont donc évidemment inculpé de meurtre. Travavia a alors affirmé que lui et la victime s'étaient endormis après avoir bu du whisky dans son appartement et qu'à son réveil, il l'avait trouvée morte sur le sol. D'accord? C'était son histoire, puis arrivent le Dr. Norris et le Dr. Gettler. Et il conclut, non. Cette victime est morte d'une intoxication au monoxyde de carbone. D'une manière ou d'une autre, lui a survécu. Ils se sont endormis ensemble, comme il l'a dit, sur le sol. Mais lui, il a survécu. Elle est morte d'une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, elle n'a pas été tuée par Travavia, d'accord? Le service de police, évidemment, n'a pas cru à cela. Ils ont ignoré ces conclusions et ont inculpé Travavia de meurtre. Mais lors du procès en mars, cette fois avec un jury, l'analyse médico-légale du chimiste Gettler a prouvé que non, en réalité, c'était bien du monoxyde de carbone provenant du poil de Travia et qu'elle avait été empoisonnée à mort. Alors, ignorez le corps découpé dans le sac et jeté dans la rivière de Brooklyn, d'accord? Travia est innocent. Il a été acquitté du meurtre. C'est un véritable article que je vous montre. Il a en fait été acquitté de meurtre grâce à ce tout nouveau bureau qui venait d'être créé. C'est dingue, non? Quand on se penche sur l'histoire de ces choses-là, ils ont même pu parler de l'impact sur les entreprises aux États-Unis. Standard Oil, ils ont fait fermer toute une usine Standard Oil parce qu'ils disaient « Oh, il y a du poison dans l'air ». Nous sommes les experts, donc vous ne pouvez pas contester cela. Nous sommes les chimistes. Il y a du poison dans l'air, d'accord? Bref, pour revenir à cette histoire, comme je l'ai dit, avec un afflux d'immigrants, c'est particulièrement pertinent. L'assassinat du tsar en Russie. Je ne sais plus si c'était en 1880 ou en 1881. Et ensuite, une tonne d'immigrants sont arrivés à New York.
Et ces gens étaient, comme ils l'étaient en Russie, beaucoup d'entre eux ils n'envoyaient pas leurs meilleurs éléments, d'accord? C'est tout ce que je dirais. Ils n'envoyaient pas leurs meilleurs. C'était des voyous, d'accord? C'était clairement des communistes. Et ils étaient là pour renverser et instaurer un nouvel ordre. D'ailleurs, Standard Oil a été attaqué de plusieurs façons différentes par ces immigrants, ce dont je parlerai plus tard. Et évidemment, je ne veux pas avoir d'ennui. Je ne vais donc pas dire quel type d'immigrants, comme le Dr Gettler, ont afflué dans ce nouveau domaine scientifique. En fait, je vais laisser Kanye West ne pas dire ça. Je ne dirai pas de quelle race, à quel médecin, dans quel hôpital et à quel média le message a été envoyé. Nous savons, je ne peux pas dire que c'était un médecin juif. Non, Kanye, non. Oh mon Dieu, non! D'accord. Je ne peux pas. Je suis très profondément déçu par Kanye pour avoir dit qu'il n'allait pas dire ça. De toute façon, tout cela pour dire que l'histoire des origines des médecins légistes et de la médecine légale en Amérique est criblée de crimes organisés et de communisme. Je vous dis que j'ai fait une analyse approfondie de ce sujet et que nous approfondirons ce sujet lorsque je lancerai ma propre plateforme, car je serai doublement démonétisé. Doublement démonétisé pour connaître l'histoire. C'est donc à cela que sert la plateforme que nous sommes en train de construire. Et nous sommes si proches de la lancer ce mois-ci, donc je vais attendre pour eux. Mais je vous dis cela parce que nous avons vu cette corruption concernant le bureau du médecin légiste en chef à l'époque moderne. Si vous écoutez ce podcast, si vous avez lu ce livre Chaos que je vous recommande sans cesse, il parle de la Californie, de la corruption de ses bureaux médicaux. Et vous vous rendez compte qu'on nous a complètement menti à propos de quelque chose d'aussi important que les meurtres de Manson. C'est fou, même dans les Kamala Chronicles. Souvenez-vous, nous avons interviewé ce journaliste japonais, Yoichi Shimatsu. Et il était convaincu, tout comme en Californie, que quelqu'un qui l'avait encadré, et j'ai un trou de mémoire sur le nom de ce gars, il a dit qu'il avait été assassiné et qu'on avait prétendu que c'était un suicide parce qu'il s'était opposé à la mafia politique de San Francisco, que, selon lui, était dirigée par Willie Brown et avait des liens avec les cartels et George Soros. Et ne me lance même pas sur tout ce que nous avons appris concernant la corruption de ces bureaux pendant le COVID. Il faut vraiment remonter dans l'histoire pour comprendre que, selon moi, ces bureaux n'ont pas été créés par bonté. Ils n'ont pas été créés par bonté, cela a donné un pouvoir immense à des mafias concurrentes dans ce pays. Bref, cela m'amène à Tucker Carlson, qui, pour vous donner un peu de contexte sur son invité, parlait de Sam Altman. Si vous ne savez pas qui est Sam Altman, c'est peut-être parce que vous ne suivez pas le monde de l'IA, parce que vous êtes une femme comme moi, et ce n'est pas aussi intéressant que d'autres sujets. Mais Sam Altman est le PDG d'OpenAI. C'est essentiellement l'entreprise qui a créé ChatGPT, ce nouvel engouement pour l'intelligence artificielle. En ce moment, la différence avec l'intelligence artificielle, ce qu'est ChatGPT, c'est essentiellement, si vous y réfléchissez, que l'intelligence artificielle de ce type est simplement une accumulation d'une énorme quantité d'informations et essaie d'en trouver la source ou de créer une information générale à partir de toutes ces données. Est-ce que ça a du sens? C'est presque, de cette façon, comme un moteur de recherche ultime. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Grok et ChatGPT. Mais ils peuvent se tromper, évidemment, parce que beaucoup de gens peuvent avoir tort. Et ensuite, ils utilisent toutes ces informations erronées pour arriver à une conclusion. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle générale, et c'est essentiellement là où veulent en venir ces personnes qui sont à fond sur l'IA. C'est pour ça que moi, je prends du recul par rapport à Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman et tous ces gens-là, parce qu'ils sont aussi favorables à l'intelligence artificielle générale, ce qui signifierait une entité capable de penser par elle-même. Elle ne dépendrait pas de toutes tes informations ni des miennes. En gros, ce serait une pensée autonome. Pense aux robots. Eh bien, Sam Altman est un personnage assez sombre en général, car lui, avec d'autres, a fait du lobbying auprès de l'État de Californie. Ils essayaient de faire passer une loi qui obligerait ces entreprises à intégrer un interrupteur d'arrêt d'urgence dans l'IA. Donc, en gros, si ce robot devient un peu trop intelligent, la technologie de l'IA devient un peu trop intelligente. On pourrait l'arrêter à distance. Et pour une raison ou une autre, ils ne voulaient pas que cela existe. Ils ont avancé toutes sortes d'arguments pour expliquer pourquoi cela ne devrait pas arriver. Cela ferait obstacle à une plus grande liberté. Je ne sais pas, mais l'idée d'un interrupteur d'arrêt d'urgence pour un robot me plaît autant qu'à n'importe qui. D'accord, entre en scène un jeune homme nommé Suir Belay. Voici une photo de lui. Il n'avait que 26 ans. Selon sa mère, il était incroyablement brillant. Et il était un ancien ingénieur sous la direction de Sam Altman. Il travaillait à entraîner les systèmes d'intelligence artificielle qui étaient derrière ChatGPT. Mais plus tard, il a commencé à croire que ces pratiques enfreignaient la loi sur le droit d'auteur.
Et puis, il a été retrouvé mort quelques jours seulement avant d'être appelé à témoigner dans une affaire. D'accord. Il a été retrouvé mort dans son appartement de San Francisco le 26 novembre, dans ce que la police a qualifié de suicide apparent. Ils ont déclaré qu'aucune preuve d'acte criminel n'avait été trouvée lors de l'enquête initiale. Je ne peux pas vous montrer les photos sur YouTube sans risquer des sanctions. Vous devriez aller sur X et regarder les photos de ce qu'ils ont essayé de faire passer pour un simple suicide. Des photos prises dans l'appartement? D'accord. Pour moi, ça ne ressemble pas à un suicide. Sa famille demande donc que la mort soit réexaminée. Et sa mère, Porima Ramao, a rejoint Tucker Carlson pour en discuter et écouter ce qu'elle a dit à propos du bureau du médecin légiste en chef qui a conclu au suicide de son fils. Les agents sur place vous ont-ils donné une indication sur la façon dont ils pensaient que votre fils était mort? À 16 heures, ils sont venus au bureau de location et le médecin légiste a dit qu'il s'était tiré une balle. Il s'est tué, c'était un suicide. À ce moment-là, je leur ai dit « Écoutez, mon fils est allé au New York Times, c'est un lanceur d'alerte et sa mort ne ressemble pas à un suicide pour moi. » Il ne voulait tout simplement pas écouter. Il a acheté une arme, elle lui appartenait. Personne n'est entré dans le complexe, personne n'en est sorti. Il était tout seul et il se serait suicidé. Et combien de temps cela a-t-il pris? Vous pouvez le croire. 40 minutes pour enquêter, 40 minutes pour déterminer la date et la cause du décès. Et à 16 heures, ils me donnent les clés de l'appartement et me disent que je pourrais récupérer le corps demain. C'est à partir de ce moment-là que je vois l'automne jouer. Les formalités requises n'ont pas été respectées et le lendemain, le corps a été rendu dans les 24 heures sans avoir procédé à une autopsie complète. Ils ont retiré la balle, ils ont fait un scanner, ils viennent de nous rendre le corps. Ensuite, nous avons simplement vérifié auprès de la maison funéraire et nous avons discuté avec eux, puis ils ont également dit que cela ne semblait pas normal. Il y a quelque chose de très inhabituel ici. Vous devriez faire une deuxième autopsie privée. La maison funéraire a suggéré que... Oui. La maison funéraire disait « Ouais, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais pour nous, cela ne ressemble pas à un suicide. » D'ailleurs, ça me rappelle, à l'époque où on en avait parlé il y a longtemps, l'histoire de Josh Shapiro. Je crois qu'il était procureur général quand cette jeune femme, Ellen Greenberg, on était censé croire qu'elle s'était poignardée dans le dos 20 fois. Je veux dire, c'est vraiment une histoire incroyable. Et sa famille se bat pour obtenir justice depuis toujours. Mais encore une fois, quand on regarde ces histoires d'immigrants, ils sont arrivés en ville, à Chicago, Philadelphie, New York, Los Angeles, San Francisco, et ils prenaient les choses en main, ils dirigeaient, tout simplement. Et ils faisaient exprès de faire élire certaines personnes à des postes. Ils créaient des fonctions qui n'avaient jamais existé ici aux États-Unis. Et comme je l'ai dit, j'ai étudié cette histoire, mais pour une raison quelconque, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est considéré comme une théorie du complot. Alors qu'il s'agit en réalité de la véritable histoire. Et il est très clair qu'il se passe quelque chose de sombre à San Francisco et dans d'autres villes comme Chicago et Philadelphie. C'est pourquoi je ne voudrais jamais y vivre aujourd'hui. Mais je parle de tous ces sujets parce que je sais comment ça se passe, d'accord? S'il m'arrive quelque chose et qu'il y a des tonnes de preuves du contraire, sans aucun doute, ils diront « Non, c'est un suicide ». C'est pourquoi j'ai toujours besoin que vous sachiez que je ne suis pas suicidaire. Vous savez pourquoi je ne serai jamais suicidaire? Je suis catholique. D'accord, c'est tout. Ce n'est pas mon truc. Mais bref, revenons à l'histoire. Elle a ensuite parlé à Tucker Carlson, même de l'angle de la balle pour son prétendu suicide. Écoutez bien. Le corps de votre fils a été emporté. Il a été examiné d'une certaine manière par les autorités. Ils disent que c'est un suicide. Vous avez fait faire une vraie autopsie par le professeur Rao, et qu'a-t-il dit à propos de l'angle de la balle? Pouvez-vous expliquer cela? L'autopsie a été réalisée par le docteur Joseph Cohen. Et il dit deux choses. L'une d'elles est que l'angle de la balle est descendant, environ 30 à 45 degrés vers le bas. Le tir a été fait ici, la balle a manqué le cerveau. La deuxième chose, c'est qu'il y a une blessure à la tête du côté gauche. En fait, j'ai parlé au directeur exécutif du bureau du médecin légiste. Je lui ai dit qu'il y avait une blessure à la tête, signe d'une lutte dans la salle de bain. Il a simplement déclaré que c'est lui l'autorité décisionnaire de l'État de Californie. C'est moi qui décide de la cause du décès. Et quand j'ai évoqué la possibilité d'une enquête fédérale, il y a eu un moment d'hésitation dans sa voix au téléphone, mais il continue à s'accrocher au suicide. Donc l'autopsie du Dr Cohen, et c'est horrible. Je suis vraiment désolé, mais cela démontre clairement que la balle a été tirée sous quel angle précis, n'est-ce pas? Ouais, c'est un angle descendant que personne ne peut se tirer dessus. Droite. Donc, en d'autres termes, s'il s'agissait d'un suicide, votre fils aurait dû tenir l'arme contre son front, venant de la... Oh?
Il a été obligé de s'asseoir. Si vous regardez la même chose comme si la victime était assise. Il a été forcé de s'asseoir. Quelqu'un était debout. Il lui a tiré dessus. C'est complètement fou. C'est terrifiant de penser que cela peut arriver, que cela se passe en plein jour et que, bien sûr, les personnes qui devraient couvrir ces affaires et dénoncer toute cette corruption sont toutes contrôlées. Je veux dire, on l'a même appris dans le procès Did He. Je vous conseille vraiment, c'est très clair qu'il se passe quelque chose à Los Angeles, San Francisco, Philadelphie, et puis il commence juste à vous insulter quand vous dites « Hé les gars, combien de personnes peuvent continuer à vous dire que vous avez des gens qui travaillent dans le département de police, qui travaillent au bureau du médecin-chef ?» Des gens font ces affirmations depuis les années 60, si vous lisez ce livre, je veux dire, d'ailleurs, bien avant aussi. Mais je veux dire, en commençant par chaos et en reconnaissant cela, avant même de se demander pour qui travaillent ces gens? Qui sont ces médecins légistes en chef dans ces grandes villes qui sont employés par beaucoup de gens corrompus? La Silicon Valley serait très importante. Il serait très important d'obtenir ces postes, d'obtenir le poste de médecin légiste en chef. La question est, pour qui travaillent ces gens? Et apparemment, nous n'avons pas le droit d'essayer de répondre à cette question. Mais nous en parlons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer à suivre cette affaire de près. Le médecin légiste en chef a pratiquement confirmé que la cause du décès était un suicide, mais un membre du Congrès soutient désormais les appels à une enquête du FBI sur ce décès. Bon, ce n'est pas que le FBI soit moins corrompu, mais nous verrons bien ce qui va se passer. Et je n'arrive pas à imaginer traverser ça, enterrer son enfant et voir cette corruption de si près. Sam Altman, d'ailleurs, est un type vraiment, vraiment louche. Rien que son visage est incroyablement inquiétant. Sa sœur, d'ailleurs, est en train de le poursuivre en justice, je crois, pour agression sexuelle. Laissez-moi vérifier ça rapidement avant que lui et ses milliards ne s'en prennent à moi. Sam Altman, sœur. Donnez-moi une seconde, les gars! Je veux m'assurer d'avoir l'information exacte. Oui, il nie l'avoir violée. Sa sœur a déposé une plainte alléguant qu'il l'a régulièrement agressée sexuellement entre 1997 et 2006. Donc, nous verrons aussi ce qu'il adviendra de cette affaire. Bref, je voulais aussi vous rappeler à propos de Beam, parce que si vous avez eu du mal à dormir l'année 2024, il n'y a pas de meilleure façon de commencer 2025 qu'avec des nuits reposantes et régulières. C'est pourquoi je suis ravie de vous parler de la Dream Powder de Beam, un mélange nocturne sain et soutenu par la science, cliniquement prouvé pour améliorer le sommeil et vous permettre de vous réveiller en pleine forme. Il vous suffit de mélanger Beam avec du lait ou de l'eau chaude et de le savourer avant d'aller vous coucher. D'autres aides au sommeil peuvent provoquer de la somnolence le lendemain, mais Dream contient un puissant mélange de reishi, de magnésium, de L-théanine, d'apigénine et de mélatonine pour vous aider à vous endormir. Restez endormi et vous vous réveillerez en pleine forme pour un sommeil optimal, parfait pour la nouvelle année. Essayez la Dream Powder best-seller de Beam et bénéficiez jusqu'à 40% de réduction pendant une durée limitée en vous rendant sur shopbeam.com canas et en utilisant le code CANIS lors du paiement. C'est shop-am.com canis. Utilisez le code CANIS et vous bénéficierez de 40% de réduction. N'oubliez pas non plus American Financing, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec des factures de carte de crédit élevées. Eh bien, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour effacer cette dette et vous préparer à une année 2025 solide. Les taux d'intérêt ont baissé et mes amis chez American Financing peuvent vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison à un taux d'intérêt dans les 5%. C'est un taux bien plus bas que le taux moyen de 25% des cartes de crédit. Alors réfléchissez à combien vous pourriez économiser chaque mois. American Financing permet à ses clients d'économiser en moyenne $800 par mois et c'est comme une augmentation de $10 000 par an pour commencer la nouvelle année. Ils finalisent tous les dossiers en aussi peu que 10 jours et reportent même 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 800-795-1210 ou vous pouvez visiter à nouveau americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net Owens. D'accord. Gavin Newsom, pas notre lézard préféré. Je n'aime pas Gavin Newsom parce que, les vibrations, ok. Cela ressemble tout simplement à un monstre. Il est manifestement corrompu. Il est en Californie où tout est corrompu. Je pense simplement que la mafia est devenue courante. C'est comme les politiciens, les producteurs de musique. Tout le monde est juste « Oh, mince, je n'ai pas le droit de dire ça sur YouTube. » Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ça du tout. Je ne sais pas. C'est fou. Mais je n'aime rien de ce qui se passe en Californie, ni les gens qui sont au pouvoir en Californie. Mais je dois dire que Gavin Newsom a fait quelque chose de bien. D'accord? Donc la semaine dernière, pas avec les incendies. Évidemment, tout cela a été mal géré. C'est une catastrophe. Mais la semaine dernière, nous avons exprimé notre inquiétude quant au fait qu'avec ces incendies, il allait évidemment y avoir une énorme appropriation de terre, n'est-ce pas? BlackRock allait arriver, tout racheter pour une fraction de la vraie valeur.
parce que cela semble tout simplement être la procédure standard après une catastrophe. Trouvez des personnes complètement désespérées qui n'ont nulle part où aller et leur dire « Je sais que votre propriété vaut tant, mais si je vous donnais seulement 10% de cette somme et que vous partiez ailleurs, puisque vous avez besoin d'argent tout de suite. Maintenant, les gens qui perdent toute leur maison et qui ne peuvent pas obtenir d'argent de leurs assureurs pour une raison ou une autre. Et puis, il y aura une entreprise qui viendra et dira « Oh, je vais vous faire un chèque. » Vous allez accepter. Vous allez accepter ce chèque. D'accord. Donc, Gavin Newsom a essentiellement publié un décret exécutif. Et je vais vous lire son tweet. Voici ce qu'il dit. Il dit « Aujourd'hui, j'ai signé un décret interdisant aux promoteurs immobiliers avides de profiter des victimes des incendies de forêt de Los Angeles avec des offres non sollicitées. Mots-clés, non sollicités et sous-évalués pour racheter leurs propriétés détruites. » Ne vous y trompez pas, c'est un crime passible de poursuite. Et voici la vidéo qu'il a jointe à ce tweet. Je suis ici à Altaïna. Je viens de signer un décret exécutif avec des responsables communautaires pour traiter un problème qui prend de plus en plus d'ampleur chaque jour. Il s'agit de promoteurs immobiliers qui mènent des actions prédatrices en faisant des offres non sollicitées pour des propriétés à des prix bien inférieurs à leur valeur marchande. Ce comportement prédateur est répugnant même dans les meilleurs moments et bien sûr, au cœur de cette tragédie à grande échelle, il est honteux. Nous allons donc tenir ces personnes responsables. Je suis très reconnaissant envers les responsables locaux qui ont encouragé cette démarche et ce décret exécutif reflète leur orientation et leur engagement à préserver le caractère unique de cette communauté pour les générations à venir. C'est donc une bonne chose. C'est objectivement une bonne chose. Je ne suis pas à ce point partisan pour dire « Eh bien, tu es Gavin Newsom, donc je vais faire semblant que c'est mauvais. » C'est exactement ce qui nous inquiète. Et encore une fois, on ne veut pas que ces types, ces gars de Wall Street, débarquent et raflent toutes les terres. Parce que pour moi, ça ne fait que m'amener à des théories du complot sur qui est derrière tout ça. D'accord? Et je n'ai pas envie d'être complotiste à plein temps. Je plaisante. Si, en fait, j'en ai envie. Mais bref, pour une raison ou une autre, certains conservateurs ont eu un problème avec ça et j'ai été assez surpris de voir les tweets qui circulaient à ce sujet. Voici donc Ben Shapiro qui a tweeté ceci. Propriétaire, oh non, ma maison a brûlé. Promoteur, et je t'offre 2 millions de dollars pour ton terrain calciné qui ne sera pas habitable avant 4 ans. Newsom, arrête ça tout de suite, espèce de promoteur immobilier cupide, avec ton offre non sollicitée de donner de l'argent à cette victime d'incendie. Ce n'est absolument pas ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il fait. Pourquoi prends-tu le parti des promoteurs immobiliers cupides et essaies-tu de faire croire qu'ils sont utiles? Ce qu'il dit, c'est que c'est sous-évalué. Et on sait très bien ce que c'est comme des gens qui vont au prêteur sur gage par désespoir. Ils possèdent quelque chose qui vaut en réalité beaucoup d'argent et ils ne vont en obtenir qu'un faible pourcentage parce qu'ils ont besoin de liquidité. C'est justement ce qu'il essaye d'empêcher. Et toi, tu présentes ça comme si ces propriétaires terriens étaient des héros, qu'ils allaient intervenir et qu'il allait les empêcher de faire ça. Ça donne vraiment l'impression d'être dans le camp de BlackRock. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'était pas le seul à donner l'impression que ce qu'il faisait, ce que Gavin Newsom faisait, le sale Ted Cruz que j'aime beaucoup. J'aime Ted Cruz, mais il écrit que les politiques de Californie sont mal avisés. D'accord, je suis d'accord avec la première partie de ça. Des efforts limités pour la prévention des incendies, des pénuries d'eau et des pompiers sous-financés. Je suis d'accord avec tout ça. Puis en bas, il est écrit que maintenant, les politiciens démocrates rendent plus difficile la vente de leurs propriétés détruites pour ceux qui ont été dévastés par les incendies de forêt. Cela ne fera que nuire aux victimes. D'accord, si je peux me permettre. Vous savez ce que je pense que nous devrions faire? Plutôt que de compter sur BlackRock pour racheter des terrains sous-évalués, pourquoi ne pas garder pour eux-mêmes une partie des milliards de dollars qu'ils sont capables d'envoyer, comme Ted Cruz, au Congrès? Ben Shapiro est pour l'envoi de milliards de dollars à Israël. Pourquoi ne pas garder un peu de cet argent chez nous? Prenons une pause d'1 an dans l'envoi d'argent à Israël et à l'Ukraine. J'ai dit juste 1 an, c'est tout. D'accord, 1 an. Et à la place, il suffit d'écrire les chèques et de les leur donner pour qu'ils puissent vivre temporairement. D'accord, ils peuvent payer leur loyer, ils peuvent acheter une propriété, peu importe, donnez-le à de vrais Américains. Je sais, c'est fou. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils reçoivent 700 $ et BlackRock prend leur propriété à 10%. C'est juste. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Donc, si vous êtes inquiet qu'il n'ait pas de liquidité immédiatement disponible, je suggère que nous fassions ce que nous faisons toujours. Chaque fois que nos petits bénéficiaires de l'aide sociale comme Zelensky et Bibi Netanyahu viennent tendre la main, on leur fait juste un chèque. On leur fait un chèque. Ça peut simplement venir de ce tas d'argent
Ce tas d'argent sans fin qui semble toujours être réservé aux nations étrangères, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, j'étais littéralement en train de me demander de quoi parle-t-on au juste. Imaginez que vous achetez une maison et que vous vous dites « D'accord, ma maison vaut 1 million de dollars. Je l'ai achetée, elle ne valait que 200 000 dollars. » Et puis elle brûle complètement, vous n'avez pas d'assurance, et un petit gobelin avide débarque et dit « Eh bien, tu as vraiment besoin d'argent maintenant. Que dirais-tu si je t'en donnais 250 000 pour ça? Sa valeur est de 20,50 000. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. » C'est ce que promeuvent les conservateurs. Non. Et pour clarifier, soit dit en passant, ce qu'il propose réellement, lorsque vous regardez le décret, il dit que pendant 3 mois, ils ne peuvent pas solliciter, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas appeler ces personnes et dire « Hey, je suis avec BlackRock. Qu'en penses-tu? 250 000. » S'ils veulent contacter ces promoteurs immobiliers, ils en ont parfaitement le droit. S'ils sont désespérés et qu'ils veulent contacter des promoteurs immobiliers, ils sont libres de le faire. Il n'empêche pas que cela ait lieu. Il empêche les personnes avides qui profitent des gens en situation de crise pendant 3 mois d'agir comme des chasseurs d'ambulance. D'accord? Et au-delà de ça, il n'autorise pas les transactions qui sous-évaluent leurs biens immobiliers. C'est tout. On ne peut tout simplement pas sous-évaluer la propriété. Ça a parfaitement du sens. D'accord? Si tu viens et que tu dis que tu vas développer ce terrain, peu importe ce que c'est, ça doit se faire à la vraie valeur pour que les gens puissent récupérer leur argent s'ils ont investi dans leur maison. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Avec la tournure que prend le monde en ce moment, j'ai l'impression qu'on a largement dépassé le temps imparti. Je veux aussi vous parler de quelque chose d'objectivement très drôle que Trump est en train de faire. Dans un post sur Truth Social, il vient d'annoncer qu'il nomme Mel Gibson et Jon Voight comme ambassadeurs spéciaux pour le Hollywood très troublé. J'adore vraiment ça. D'abord, j'adore ça parce qu'il y a Mel Gibson et que Hollywood a en quelque sorte chassé Mel Gibson. Et maintenant, il va être l'ambassadeur spécial à Hollywood et je ne sais pas comment dire sa vérité. Social dit ceci. C'est un honneur pour moi d'annoncer que Jon Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone seront des ambassadeurs spéciaux pour un endroit formidable mais très troublé, Hollywood, en Californie. Ils serviront d'envoyés spéciaux auprès de moi dans le but de ramener Hollywood, qui a perdu beaucoup d'activités au cours des 4 dernières années au profit de pays étrangers, à un niveau plus grand, meilleur et plus fort que jamais. Ces 3 personnes très talentueuses seront mes yeux et mes oreilles, et je ferai ce qu'elles suggèrent. Ce sera à nouveau comme les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, l'âge d'or d'Hollywood. Ouais, je ne sais pas. J'adore simplement l'idée d'avoir des ambassadeurs spéciaux pour Hollywood, surtout quand ce sont des ambassadeurs comme Mel Gibson, qui est absolument détesté par ceux qui détiennent le pouvoir à Hollywood. Donc, c'était juste une petite annonce amusante pour conclure tout ça. D'accord, maintenant je vais lire tous vos commentaires. J'ai l'impression d'avoir râlé pendant tout cet épisode. Je m'amuse. Je n'ai pas envie de terminer. Mais avant, je vais vous rappeler 7 Weeks Coffee, car vous buvez du café, faites une bonne action. 7 Weeks Coffee est la société de café Pro-Vie d'Amérique, dont la mission est de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Donc, si vous vous demandez pourquoi il s'appelle 7 Weeks, c'est parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est aussi le moment où l'on peut clairement entendre les battements de son cœur à l'échographie. Il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Et jusqu'à présent, ils ont récolté plus de 750 000 $ pour ces centres. Et ils ont sauvé des milliers de vies. Maintenant, laissez-moi vous parler du café, car je suis très difficile sur ce que je bois. Leur café est sans moisissures, pesticides, cultivé à l'ombre, faible acidité. Il est bio. Il coche toutes les cases. Et comme le café est meilleur avec un cadeau, abonnez-vous et recevez une cuillère à café gravée offerte. Cette cuillère, elle est gravée. Et elle est à vous exclusivement pour mes auditeurs. Si vous allez sur 7weekscoffee.com et utilisez le code CANIS pour obtenir jusqu'à 25% de réduction lors de votre abonnement, rappelez-vous que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. C'est bien 7weekscoffee.com et vous pouvez utiliser le code CANDAS. Très bien. Voyons ce que vous dites dans les commentaires. Au fait, j'ai une annonce très triste à faire. Il n'y aura pas d'émission demain. Il n'y aura pas d'émission demain? Vous vous demandez pourquoi? C'est parce que j'ai besoin de prendre un jour de congé, car il se passe des choses folles dans l'affaire Emmanuel Macron. Vous avez probablement déjà senti que la situation était folle, puisqu'un président en exercice m'a envoyé une lettre juridique. Au fait, certains d'entre vous demandent « Qui ça? Quand est-ce que cette lettre juridique sera publiée sur Locals? » En fait, nous ne l'avons envoyée officiellement que ce matin, parce que mon avocat voulait l'envoyer à un autre avocat. Peu importe. Chris est en train de retirer les noms des avocats du document et après cette émission, il sera mis en ligne sur Locals. Vous pourrez donc aller sur candacelocals.com et lire l'intégralité de la lettre que nous avons envoyée en réponse à ces personnes.
Et il s'est passé encore plus de choses depuis. Il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment avec la France et j'ai besoin de me concentrer sur toutes les informations que j'ai reçues et je reste totalement engagée dans tout ce que je dis. C'est tellement incroyable, Américains. Vous allez être sidérés, le monde anglophone, d'accord? Les personnes qui ne parlent pas français, vous allez vraiment être stupéfaits. Si vous avez trouvé les chroniques de Kamala intéressantes, là, vous allez vraiment devoir vous asseoir, prendre une grande inspiration et probablement faire une pause pour respirer à nouveau et vous dire « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être réel ». Sérieusement, pourquoi est-ce qu'on regarde encore de la fiction alors que ce qui se passe réellement dans les gouvernements est tellement plus sombre et insensé? Pour mes mamans fans de faits divers, c'est vraiment comme du true crime, en fait. Brigitte Macron, Emmanuel Macron, votre esprit sera époustouflé. Et donc, je dois m'y mettre et faire quelques modifications. Alors demain, nous partons. Je suis désolée de ne rien pouvoir vous donner vendredi. C'est pourquoi je fais aujourd'hui un moment plus long. Je suis censée lire vos commentaires. C'est fou. Passons à vos commentaires. Qu'est-ce que je fais? Je m'égare un peu. Je pars sur une digression Brigitte Macron. Bon, qu'est-ce que vous avez pour moi? Tout d'abord, nous avons un commentaire concernant Blake Lively. Judith a dit que Blake voulait être pertinente en tant qu'actrice parce qu'elle ne l'a jamais été. Alors, elle a tout fait pour s'approprier le film et devenir la superstar qu'elle voulait être aux côtés de son mari. Oui, je pense vraiment que ce genre de choses te monte à la tête. Une fois que tu deviens une célébrité, tu commences à croire que tu es intouchable. C'est tellement important d'avoir des gens dans ta vie qui te diront non. Tu as juste besoin de personnes qui te diront « Tu sais quoi? Non, c'est vraiment une très mauvaise idée. » C'est Archie qui écrit « Mec, ne défends pas Blake, laisse-la s'effondrer. » Il est temps d'établir un précédent. Les femmes ne peuvent pas simplement mentir sur les hommes et ne subir aucune conséquence à long terme. Ce n'est bon ni pour les hommes ni pour les femmes. Je crois que ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est avant tout parce que j'ai 2 fils et un 3e en route. Donc j'ai 3 fils. Et même avant d'être mariée et d'avoir des enfants, j'étais contre ça parce que je savais qu'un jour j'aurais des fils. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils prennent toujours le même angle, comme si le gars était une créature abusive, un sale type abusif. C'est de la pornographie. Et soudain, on salit la réputation de cette personne et on fait comme s'il était vraiment répugnant. Oh, tu sais comment sont les gars? Ils regardent de la pornographie et il m'a montré un téléphone. C'est de la pornographie. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et donc, oui, d'un point de vue égoïste, j'adorerais la voir danser, mais j'essaie aussi d'être solidaire entre filles en ce moment, d'être une vraie amie et de lui dire de ne pas faire ça. Nicole écrit « Cela aurait nui à la carrière de Justine si Internet n'existait pas. » Oui, parce qu'on est toutes des détectives maintenant, ma belle. On est toutes des détectives maintenant. Carrie écrit « Moi aussi, j'ai l'intuition de maman, ma fille, et j'ai aussi de bonnes ondes venant de l'avocat des Baldoni. Oui, il dit juste la vérité. Brian Friedman dit la vérité. Je le sens. » Purple Tiger écrit « J'ai besoin d'une version de Candace chantant Bad Blood, s'il te plaît. Peut-être que maintenant, on a de la mauvaise ambiance. » Regarde ton stunt, Miam. Je pense que ce n'est vraiment pas une super chanson pour être honnête. Et c'était tellement mesquin de sa part de faire ça, comme toutes les féministes le font, de mobiliser des filles sexy contre... C'était qui déjà, Katy Perry? Pas bien, pas bien. À propos de l'affaire Sam Huttman, Isabella écrit « J'habite dans une petite ville au Nouveau-Mexique. Je ne peux pas te dire combien de meurtres ont eu lieu ici et ont été classés comme des accidents. Oui, le Nouveau-Mexique serait un bon endroit pour s'en sortir avec des trucs comme ça. » Magali écrit « Je suis tellement contente que vous parliez de cette affaire. Merci, Candace. » Oui, cela ne ressemble pas à un suicide... Cela ressemble à un suicide d'Hillary Clinton. Un suicidé peut-être, potentiellement. Je ne dis rien du tout. Nous avons juste laissé Kanye ne rien dire du tout. Ertoda écrit « J'ai commencé à regarder l'interview et à quel point serait-il difficile de trafiquer la vidéosurveillance après avoir admis que l'IA est là. Oh mon Dieu, ne me lancez même pas sur l'IA et toutes les choses sombres qui peuvent arriver. Je suis juste très anti-Gavin Newsom. » Concernant le décret de Gavin Newsom, Kang of Kong écrit « Oui, c'est une bonne chose, mais Gavin veut probablement le terrain pour des villes de 15 minutes. Je ne suis pas sûre de ce que cela signifie. 15 minutes Cities Truth Seeker écrit « Wow, Ted Cruz ne représente pas les Texans sur ce coup-là. D'habitude, il s'en sort bien. » Et je ne suis pas du tout d'accord avec Ted Cruz sur ce point. Du moins sur la seconde moitié de son tweet, il n'y a rien de mal à ce qu'il fait, à mon avis. Steve écrit « Il n'y a nulle part où les victimes des incendies peuvent vivre, peu importe combien d'argent on leur donne. Et c'est bien là le problème. Et ils devraient recevoir beaucoup plus d'argent, mais au moins ils pourraient louer un logement en attendant. Pouvoir réfléchir et ne pas être dans une situation de crise du genre « Il te faut de l'argent tout de suite, il te faut de l'argent tout de suite. » Cela ne devrait pas se passer comme ça en ce moment. Notre gouvernement devrait en faire beaucoup plus pour eux. Steve REC 3000 écrit «
C'est ce que les promoteurs font à la communauté noire depuis la création de l'Amérique. Les promoteurs font ça partout. Ce sont des chasseurs d'ambulances. Il n'y a aucun doute là-dessus. Yolanda écrit « Ramener l'âge d'or à Hollywood ». Je ne suis en fait pas d'accord avec ça, uniquement parce que Trump devrait probablement lire Hollywood Babylone. L'âge d'or était une époque de meurtres, de corruption, de contrebandiers et d'actrices assassinées. Je suis désolé de vous l'apprendre, Monsieur Trump. Dans la rubrique « Divers », nous avons des commentaires divers en fait. Nous avons Sarah. Elle dit « Candace, nous sommes tellement enthousiastes pour la nouvelle plateforme et ta liberté. Annulez votre abonnement Netflix et soutenez Cannes sur Locals. Ça va être génial. On a une chance sur 1 million. Nous aurons la série Macron et tous les épisodes que YouTube retire. On va juste les diffuser et vous pourrez regarder l'émission en direct sur cansonens.com, donc c'est excitant. » Britney écrit « Tu devrais vraiment être enceinte chaque année. Tu es encore plus piquante et hilarante. » Je sais, et je ne sais pas pourquoi, c'est juste à cause des garçons. Quand les petits garçons sont dans mon ventre, je deviens un peu plus fougueuse. Je sais que certaines mamans peuvent comprendre. Avec ma fille, j'étais beaucoup plus sereine qu'avec ces petits garçons. Là, je suis plutôt « Allez, on y va, on y va, on y va. » Alaska Dog Lady écrit « Est-ce qu'on peut lancer les Fake and Gay Awards? Nous pouvons proposer Blake Lively 1 et j'aimerais nominer Bono pour sa performance dans une zone de guerre mise en scène et Zelensky pour sa couverture temporelle. Il devrait y avoir de faux prix gays. Je l'aime. Cela vaudrait mieux que les récompenses. Faux et gay. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, les gars, nous lançons le merchandising Standis Fake and Gay, donc vous pouvez aller sur le site et l'acheter sur clubcanis.com. Si vous voulez une tasse Fake and Gay, Everything is Fake and Gay STIs, vous pouvez aller sur clubcanis.com et l'obtenir. Pour l'instant, on fait un drop en stock limité, puis on en remettra en ligne une fois que ceux-là seront épuisés. Très bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode super long et je n'arrive tout simplement pas à m'arrêter de parler. Je n'ai pas vraiment envie de partir. J'ai juste envie de continuer à parler avec mes amis au téléphone. Mais là, je me dis qu'il faut que je retourne être maman. Donc, il faut que j'y aille. Je vous aime pour toujours et je vous retrouve demain.